Bonsoir à tous. Une dramatique collision cet après-midi entre un car à la une du journal. D'abord, ce drame dans les Pyrénées-Orientales. Un train a percuté un bus scolaire. L'accident s'est produit à hauteur du passage à niveau numéro 25 de Millas dans les Pyrénées-Orientales. C'est une image qui a choqué tout un pays. Un accident de la route exceptionnel, engageant la responsabilité d'un train contre un car scolaire. Voici l'histoire de la catastrophe de Millas. C'est une journée d'une grande banalité qui va se terminer tragiquement. C'est un drame qui a touché la France entière. On entend ça dans les films, dans les faits divers, mais jusqu'au jour où ça vient de nous arriver. Lors de cet accident, le passage à niveau, croisement à haut risque et bête noire des automobilistes, a révélé sa dangerosité comme jamais auparavant. Que s'est-il passé le 14 décembre 2017 dans cette commune des Pyrénées-Orientales pour qu'un car scolaire chargé de 23 collégiens puisse connaître un accident de cette nature? Comment la collision a-t-elle pu se produire? À partir du moment où vous avez le croisement de deux véhicules très différents, évidemment que c'est dangereux. Quels éléments techniques propres au passage à niveau et à la configuration de la route expliquent cette tragédie? À partir des rapports d'experts du BEATT, le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, les plus grands spécialistes du sujet décryptent cet accident seconde par seconde. La particularité avec cette ampoule toute simple, c'est qu'il faut être positionné correctement sur la voie pour bien la distinguer. Le carrefour présente une géométrie qui oblige à faire attention pour un véhicule long dans son mouvement de giration vers la gauche. Rescapés et témoins ont accepté de raconter cette journée dramatique. Je suis obligée de me cramponner, sinon je pars sur le côté. J'ai vraiment cru que le train allait dérailler. Tout ce que je vois, ce sont des corps qui sont éjectés par les fenêtres. Ainsi que les parents des victimes. J'ai senti le mal-être, ça pouvait être notre bus, c'est pas forcément un Ophélia, hein. Mais bon, il y avait trop de petits détails. Voici comment une situation des plus banales est devenue en l'espace de quelques secondes une catastrophe hors de contrôle. Jeudi 14 décembre 2017, il est 16h07. À Millas, dans le sud de la France, une voiture s'apprête à traverser le passage à niveau numéro 25. À l'intérieur, Bécane et Baïsangour. Ces deux amis d'origine tchétchène ont fait la route depuis Perpignan. Ils ont rendez-vous pour réparer leur véhicule. On a appelé un garagiste et il nous a dit au téléphone qu'il habitait à Millas, qu'on pouvait le retrouver là-bas. On s'est dit que Millas c'était à côté et qu'on pouvait y aller tout de suite. Les deux hommes ne se doutent de rien. Pourtant, face à eux, une situation dramatique s'installe. L'ambiance est tout à fait normale. On parle de voitures, des différents modèles de pare-chocs qui existent, voilà. En plus, il fait beau ce jour-là, ça fait du bien. Quand tout à coup... Il y a un bruit énorme, le son d'un gros objet métallique qui tombe par terre. Comme si un avion s'était écrasé au sol, en fait. Les deux hommes assistent en réalité à la collision d'un train et d'un car scolaire. L'un des plus tragiques accidents de ces 10 dernières années. Pour comprendre les rouages de cet engrenage mortel, il faut revenir quelques minutes en arrière. Jeudi 14 décembre 2017, 15h40. À une vingtaine de kilomètres de Perpignan,
la petite ville de Millas, où tout est parfaitement calme. Mathieu Ferry travaille comme journaliste à France Bleu Perpignan. Il connaît très bien la région. Millas, c'est un joli village catalan, avec des belles pierres, avec une place avec des beaux platanes. On se dit que d'ordinaire, il doit se passer plein de jolies choses à cet endroit-là, que d'y avoir des anciens qui jouent à la pétanque, des enfants qui jouent, voilà. Je me souviens que c'est une journée où il y a très peu d'actualité, il ne se passe pas grand-chose ce jour-là. Je me demande même ce qu'on va mettre, nous, dans les journaux d'information le lendemain matin. Au collège Christian Bourquin, c'est la dernière semaine de cours avant le début des vacances de Noël. Stéphanie Fruité est la maman d'Ophélia, 13 ans. Sa fille, élève en 5e, ne cache pas son impatience de terminer les cours. J'étais contente parce qu'il y a Noël qui arrivait, bien sûr. Je lui avais fait la surprise, je lui avais rien dit, donc tous les jours, tu m'as pris quoi? Tu m'as pris quoi? Donc je lui avais rien dit. Donc je lui avais fait des surprises et tout ça, donc tous les jours, moi, je pense qu'elle était impatiente d'arriver à Noël, quoi. Elle était enjouée, justement, les vacances arrivaient, cool. 500 autres adolescents fréquentent le collège. Originaires des villages alentours, la plupart sont véhiculés. C'est le cas d'Ophélia, qui habite Saint-Félieu-d'Aval, situé à environ 4 km de Millas. Pour se rendre au collège, elle emprunte chaque jour le car scolaire. On est en milieu, on va dire en milieu rural, même si c'est pas non plus la pleine campagne, mais enfin néanmoins on n'est pas dans une grande ville, donc il n'y a pas de transport en commun. Et pour ramener les enfants, pour rentrer à la maison le soir, il faut emprunter soit la voiture quand papa et maman viennent les chercher, ou sinon il faut emprunter le bus. Le quotidien d'Ophélia, comme celui de ses camarades, est donc rythmé par ses trajets entre le collège et son domicile. Ophélia, en fait, elle part pratiquement en même temps que nous, donc je l'amène en passant à l'arrêt de bus. Donc elle prend le bus à 7h50 à Saint-Félieu, qui l'amène directement au collège de Millas. Et si elle commençait à 9h, elle se levait quand même le matin et elle allait rester devant le collège avec ses copines. Voilà. Un emploi du temps familier et sans surprise. Seulement aujourd'hui, une série d'éléments va conduire Ophélia et ses camarades dans une situation aussi inimaginable que catastrophique. « 15h50. La fin des cours retentit. Ophélia se prépare à quitter l'établissement et s'en va rejoindre ses camarades vers la sortie. Fabien Bourgeonnier est le père de Loïc, 14 ans. Son fils doit rentrer à la maison dans une vingtaine de minutes. Ils sont plutôt joyeux, les enfants. Ils sont concentrés chez eux, ils ont passé leur journée à l'école, comme nous, on a passé notre journée au travail. Donc ils rentrent chez eux pour goûter, pour nous raconter leur journée, pour après aller voir leurs potes, aller jouer au foot, ou je ne sais encore. Je passe dans une toute petite cour, donc ils sortent leur carnet. Et là, il y a le surveillant, donc il surveille le carnet pour voir s'ils ont le droit de sortir. Et hop, ça sort. Et là, il y a les bus en fait qui attendent en file. Et donc les enfants, ils sortent, voilà, tranquilles comme ça. Comme 21 autres élèves du collège, Ophélia et Loïc embarquent dans le car qui va les ramener à Saint-Féliu-d'Aval. Un car que les élèves connaissent évidemment très bien. Ce véhicule fait partie des modèles les plus répandus dans le transport scolaire en France. Il mesure précisément 11,90 m de long et 2,50 m de large. Il peut transporter jusqu'à 60 personnes. Ce jour-là, au poste de pilotage, la conductrice attend les élèves. Bonjour madame. Ancienne aide-soignante, elle exerce cette nouvelle fonction depuis 2 ans. Pour elle, c'est une mission de conduire le bus, donc c'est une femme qui est très attentive.
Le bus, pour elle, c'est un monde, c'est un ensemble d'ailleurs amical. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? C'est une femme qui est encore imprégnée de ce qu'on lui a appris. Et finalement, le fait qu'elle soit une conductrice diplômée depuis 2 ans, elle a encore parfaitement dans sa tête les enseignements qui ont été prodigués. Le car est prêt à partir. Il ne manque plus qu'un seul élève et le compte sera bon. Elle l'attend parce qu'il n'y a aucune raison de partir à l'heure si tout le monde n'est pas là. Le dernier élève se présente enfin. Il est 16h04. Le car peut quitter le collège. Pour rejoindre Saint-Féliu-d'Aval, situé à 5,7 km de là, il faut une dizaine de minutes. La conductrice doit emprunter la D46 avant de rejoindre le chemin du Rallet. Elle doit ensuite tourner à gauche et continuer sa route sur la D612. Puis, à un rond-point, elle se dirigera sur la D916 avant d'arriver à destination. C'est un trajet qui est fait plusieurs fois par jour, puisque nous ne sommes pas dans une école primaire, nous sommes dans un collège. Donc il y a des horaires de sortie et d'entrée qui sont variables. Donc un conducteur de car fait en moyenne 6 trajets par jour. Ce trajet est le dernier de la journée. Dans quelques minutes, la conductrice aura terminé son service. Bien qu'elle soit parfaitement à l'aise aux commandes du véhicule de 12 mètres de long, elle doit malgré tout rester vigilante. C'est une route qui pourrait paraître sans difficulté, mais qui a une petite difficulté, c'est qu'en fait, quand la conductrice du bus quitte le collège de Millas, la route longe la voie ferrée et à un moment donné doit traverser la voie ferrée en tournant sur la gauche. En effet, le collège Christian-Bourquin est implanté de l'autre côté d'une voie ferrée qui relie Perpignan à Villefranche-Vernay-les-Bains. Pour rejoindre les villages alentours, les cars de transport scolaire doivent forcément la traverser. Et le franchissement se fait au passage à niveau numéro 25, installé juste à la sortie d'une intersection. Cette dernière permet de connecter le chemin du Rallet à la D612. La conductrice sait très bien qu'à cet endroit précis du trajet, elle doit redoubler de vigilance. Les passages à niveau sont, comme tout point singulier sur à la fois la route et la voie ferrée en l'occurrence, des lieux potentiellement de danger, des lieux où il y a des risques de confrontation. À partir du moment où vous avez le croisement de 2 véhicules très différents, évidemment que c'est dangereux. La conductrice et ses jeunes passagers ne le savent pas encore, mais aujourd'hui, à cet endroit précis, une suite d'éléments va les surprendre et les précipiter à la catastrophe. « 16h05. Alors que le car scolaire entame tout juste sa route, à 700 mètres de là, le TER 7760, reliant Villefranche-Vernay-les-Bains à Perpignan, arrive en gare de Millas. Les lieux ne sont fréquentés que par 1500 voyageurs par an. Alors aujourd'hui, le retard de 10 minutes du train passe quasiment inaperçu. Messieurs, dans quelques instants, notre train servira à la gare de Millas. Cela arrange Barbara Guillot. La jeune femme est partie faire des travaux chez sa sœur à Millas quelques heures plus tôt. Après une journée éreintante, elle est pressée de rentrer à Perpignan. Ma journée finie, donc je regarde si j'ai le temps de prendre le train. Je vois qu'il a quelques minutes de retard, donc je vais pouvoir l'avoir si je me dépêche un peu. Je me dis que c'est un coup de chance ce jour-là, que je peux rentrer dans le train, que je vais être plus rapidement sur Perpignan. Donc je rentre vraiment sereine dans ce train, ce jour-là. Le train démarre. Dans un quart d'heure, si tout va bien, il atteindra la gare de Perpignan seulement quelques minutes plus tard que d'habitude. Mais ce jour-là, ce retard qui semble pourtant anodin va s'avérer fatal.
16h06. Parti il y a 2 minutes du collège, le car scolaire continue sa route à la vitesse de 60 km/h sur la D46. Il longe désormais la voie ferrée sur le chemin du Ralais. De l'autre côté des arbres, le train régional, ici en jaune, est sur sa lancée. Il roule actuellement à 50 km/h. Train et car progressent tous les deux à 300 mètres de distance sur leurs routes respectives. Il faut savoir que sur les lieux, on ne voit pas la voie ferrée. C'est-à-dire que quand elle s'engage sur la départementale dans sa parallèle, elle ne peut pas voir le train. Il chemine d'ailleurs de manière totalement parallèle, mais il ne se voit pas. Mais dans 1 minute, train et car scolaire seront amenés à se rencontrer sur ce trajet. Le passage à niveau numéro 25 doit alors permettre aux 2 véhicules de se croiser en toute sécurité, malgré le manque de visibilité. D'ailleurs, à 16h07, le système de sécurité se met en place. À très précisément 695 mètres du passage à niveau, le train déclenche une pédale d'annonce, dite pédale de chuintage. Quand le train passe sur cette pédale, cette dernière actionne instantanément la sonnerie d'alerte du passage à niveau. Les feux rouges s'allument et les barrières commencent à s'abaisser. Dans 18 secondes très exactement, le système sera entièrement opérationnel. Jean Panaleux est à la tête du BEATT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Pour lui, le passage à niveau est un outil de protection efficace. Si la vigilance des conducteurs automobiles n'est pas totale, n'est pas continue, il peut y avoir un problème. C'est d'ailleurs pour ça que les passages à niveau sont équipés de signalements, d'une signalisation permettant d'alerter au moment où ils sont dangereux. À compter de maintenant, chaque seconde va se révéler déterminante dans la suite des événements. « 16h07 et 6 secondes. Car et train continuent d'avancer parallèlement sur leurs routes respectives. Le train est à 580 mètres du passage à niveau. Le car scolaire, lui, est à 230 mètres. Bien qu'elle continue de sonner, l'alarme du passage à niveau n'est pas encore audible dans le car. D'autant que les discussions entre élèves couvrent la majeure partie des bruits ambiants. Comme tous les jours, Ophélia profite du temps de transport pour téléphoner à son petit ami. De son côté, Loïc continue de bavarder avec ses camarades. 16h07 et 12 secondes. Au passage à niveau, le système de sécurité termine sa mise en place. Une fois les barrières abaissées, le signal sonore s'interrompt. Une procédure que l'on retrouve sur de nombreux passages à niveau et dont l'explication est étonnante. Bien souvent, il y a des demandes pour que la sonnerie soit atténuée, voire supprimée, parce que lorsqu'il y a un environnement assez urbain, ça peut être perturbant pour les riverains d'avoir cette sonnerie. 16h07 et 18 secondes. Soit 3 minutes 20 secondes après que le car scolaire a quitté le collège. Comme le montre cette animation, le passage à niveau n'est plus très loin. À partir de cet instant, la moindre seconde, la moindre action, va compter dans la suite des événements. À Millas, le car scolaire et ses 23 collégiens s'approchent du passage à niveau. Si la conductrice n'entend pas la sonnerie, elle ne semble pas non plus prendre en compte les feux rouges clignotants. Et ce pour une raison très simple. Elle est dans l'incapacité de les voir. Ce sont des feux de 160 mm de diamètre, alors que les feux routiers sont souvent de 200 à 300 mm, donc diamètre beaucoup plus important, donc forcément plus visible.
Ce feu rouge est composé d'une simple ampoule lumineuse. Et la particularité avec cette ampoule toute simple, c'est qu'il faut être positionné correctement sur la voie pour bien la distinguer. Dans le car, la conductrice n'est pas dans le bon axe pour bien discerner le feu pourtant en marche. Quand on quitte le chemin du Raleigh, on ne peut pas voir correctement le feu pour la simple et bonne raison que le véhicule n'est pas dans le bon angle de la lumière. En plus, il y a un pare-soleil qui couvre une bonne partie du feu rouge, à tel point qu'on ne peut pas le voir. La conductrice du car n'a pas vu le feu rouge clignoter, c'est une évidence. Sans la sonnerie, sans les feux rouges, la barrière est désormais le dernier rempart contre le train qui continue d'approcher. Mais avant d'atteindre le passage à niveau, la conductrice doit effectuer une ultime manœuvre. En quittant le chemin du Raleigh, elle doit tourner à gauche sur l'intersection menant à la départementale 612. Le virage est serré. La conductrice est donc concentrée sur sa manœuvre, d'autant que l'intersection comporte un élément potentiellement dangereux. Un îlot central qu'il faut parvenir à contourner. Le carrefour présente une géométrie avec des îlots, de la signalisation en place, qui oblige à faire un peu attention pour un véhicule long dans son mouvement de giration vers la gauche. Et on a surtout un virage extrêmement difficile à prendre pour un autobus. Pour une mobilette ou pour une voiture, pas de difficulté. Mais pour un autobus, on voit bien que la manœuvre est quand même très délicate. C'est compliqué parce que le bus fait environ 12 mètres et si vous ne faites pas attention, vous ne passez pas. Ou alors vous accrochez la roue avant, vous accrochez la roue arrière sur les terre-pleins centraux ou sur le trottoir d'en face. La manœuvre n'est pas simple. Non seulement la conductrice doit contourner le terre-plein avec précaution, mais elle doit également faire attention aux glissières de sécurité qui encerclent l'intersection. C'est une manœuvre qui nécessite toute l'attention du conducteur ou de la conductrice. Il y a un jeu de rétroviseurs. Les rétroviseurs permettent de voir si on va accrocher avec le pneu avant. Et l'autre rétroviseur permet de savoir si à l'arrière, le pneu arrière va également ne pas accrocher. Et quelqu'un qui est habitué, il fait attention parce qu'il sait que les potentialités d'accrochage sont importantes. En tant qu'automobiliste, le train n'est clairement pas la première chose à laquelle on pense quand on conduit. On est bien plus concentré sur la route et on fait attention à ce que notre véhicule soit correctement positionné sur la voie. De plus, la conductrice, dont les horaires de conduite sont bien précis, n'a jamais à s'arrêter à ce niveau-là de la route. Ce jour-là, c'est la 6e fois que la conductrice fait ce trajet. Les 5 fois précédentes, le passage à niveau était bien ouvert, comme d'habitude. Donc, à ce moment-là, elle n'a aucune raison de se méfier. La conductrice fait le trajet depuis la rentrée précédente et donc est habituée à passer à cet endroit. Et d'après les horaires relatifs des trains et des ramassages scolaires, elle n'avait jamais eu l'occasion de devoir s'arrêter au passage à niveau. Elle n'a jamais rencontré une barrière fermée. Donc je pense que dans sa tête, la barrière est ouverte et que son attention, elle n'est pas du tout focalisée sur la barrière. Seulement, ce jeudi n'est pas un jour comme les autres. Et ce que la conductrice omet de prendre en compte est capital. « 16h07 et 26 secondes. Le train est à 125 mètres du passage à niveau, 10 minutes plus tard que d'habitude. Le car, quant à lui, a quitté le collège il y a 3 minutes seulement. À l'intérieur, les 23 collégiens devraient bientôt arriver chez eux à Saint-Féliu-d'Aval. Dans une dizaine de mètres, le car traversera le passage à niveau. Mais il doit encore finir sa giration. À ce moment précis, la conductrice du car est concentrée sur le terre-plein. Elle n'a toujours pas vu la barrière baisser.
La vision, elle n'est pas schizophrénique. Hein. À partir du moment où vous regardez à gauche, vos yeux vont vers la gauche. Hein. Il n'y en a pas qu'il y a un qui va à droite et un qui va à gauche. Ce passage à niveau se situe en effet juste à la sortie de l'intersection. Il reste peu de marge après le tournant pour les gros véhicules qui se retrouvent immédiatement face à la barrière de sécurité. Le carrefour d'où elle vient est à environ 20-25 mètres du passage à niveau, de la barrière en question. Le car fait 12 mètres de long. Donc le manœuvre de gyration fait que quand le car se retrouve en ligne droite dans le sens de la route, elle a terminé sa gyration complètement, le nez est sur la barrière. Il ne reste que quelques secondes avant que le car scolaire se présente devant le passage à niveau. Quelques secondes avant que l'accident tragique ne se produise. « 16h07 et 28 secondes. La conductrice du car scolaire a maintenant terminé sa manœuvre. Un dernier tour de volant pour se mettre dans l'axe de la départementale et elle pourra continuer son chemin en traversant la ligne ferroviaire. Droit devant, la voie est libre. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Et cette barrière est en dessous de son pare-brise. Donc, visuellement, elle ne la voit pas, cette barrière. La barrière est trop basse pour être vue. Le train arrive. Le piège se referme. Comme d'habitude, la conductrice avance au pas. Mais cette précaution va avoir une influence terrible sur la suite des événements. Car à faible allure, le car scolaire de 18 tonnes fait plier lentement la barrière de sécurité. Et surtout, à l'intérieur du car, aucun bruit susceptible d'avertir la conductrice du danger n'est perceptible. Il arrive à vitesse lente sur la barrière et cette vitesse lente fait qu'il pousse la barrière calmement, enfin, j'allais dire, sans qu'il y ait un choc véritable qui signale le fait qu'une barrière a été heurtée. Cette absence de choc est facilitée par la composition même de la barrière. Comme le montre cette vidéo, les barrières de passage à niveau se plient instantanément car elles sont composées de fibres de verre, une matière très flexible. Il faut savoir que les barrières de passage à niveau ne doivent pas constituer un obstacle dangereux pour les véhicules. Donc elles sont constituées de fibres qui les rendent à la fois souples et fragiles, c'est-à-dire souples pour pouvoir être pliées et fragiles pour pouvoir être cassées. « 16h07 et 29 secondes. Le car s'engage maintenant sur la voie ferrée. Le véhicule se présente à la perpendiculaire du train qui avance. Ce dernier n'est plus qu'à 90 mètres de distance. La conductrice du car, concentrée sur sa route, n'aperçoit toujours rien. Quand soudain, le TER surgit sur la gauche. À bord du train, Barbara, la passagère retardataire, perçoit immédiatement qu'il se passe quelque chose d'anormal. Là, je comprends qu'il y a un problème parce que le train ne klaxonne pas sur cette ligne-là. Enfin, pas à cet endroit-là, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de pont. Le freinage d'urgence du TER est activé. Tous les freins sont mobilisés pour qu'il s'arrête le plus vite possible. Ça fait un bruit de grincement, donc on sent qu'on ralentit. C'est vraiment un bruit très aigu, très strident, très fort comme bruit. Mais la distance de freinage est bien trop courte. Le train n'est plus qu'à 90 mètres du car. Or, compte tenu de son poids, environ 100 tonnes, et de sa vitesse, environ 75 km/h, il faudrait au train près de 300 mètres pour s'arrêter complètement. « 16h07 et 30 secondes. La conductrice peut encore se sortir de la situation. Il ne lui reste qu'une fraction de seconde pour se décider et quitter la voie.
Votre temps de réaction dépend en réalité de votre conscience du risque. Si vous vous attendez à un obstacle sur la route, alors votre temps de réaction sera d'1 ou 2 secondes. Mais si vous ne faites pas attention, il faut d'abord que vous vous rendiez compte du problème, que vous digériez l'information et qu'ensuite vous réagissiez. Cela peut donc prendre 7 bonnes secondes avant que votre cerveau vous dise « il faut freiner » ou accélérer maintenant pour éviter l'accident. La conductrice ne dispose pas de ce temps minimal pour réagir. Dans 2 secondes, l'inévitable va se produire. Devant des témoins sidérés. Au moment où le car s'engage sur la voie ferrée, arrive de l'autre côté du passage à niveau la voiture de Bekan et Baysangour, les 2 amis d'origine tchétchène. Face à eux, se joue une scène surréaliste. Quand je vois le train arriver et que j'entends son klaxon, je m'aperçois que le car s'est engagé sur le passage à niveau. Ça m'a choqué. Je suis comme pétrifié, je n'arrive plus à parler. Je ne suis même pas capable de dire un seul mot à Bekan. C'est à ce moment-là qu'il y a la collision. Il est 16h07 et 32 secondes. Je perçois la violence du choc parce que je suis obligée de me cramponner, sinon je pars sur le côté. En étant vraiment dans les premiers sièges et dans le premier wagon, on ressent tout. J'ai vraiment cru que le train allait dérailler. Le bus, quand il est percuté par le train traverse le bus, comme si le bus était du carton-pâte. Il n'offre pratiquement aucune résistance. On voit des débris de la tôle volée, des débris après, bon, avec la vitesse. Et on ne se rend pas non plus compte de ce qui vole bien autour de nous, de ce que c'est qui vole autour de nous. Voilà, on voit que c'est de la tôle. L'accident est d'une violence exceptionnelle. Sous l'effet dynamique du train qui poursuit sa route, le car est coupé en 2. La partie arrière reste dans sa position initiale, perpendiculaire à la voie ferrée. La partie avant, elle, est projetée contre un poteau caténaire de l'autre côté de la voie. Le train s'immobilise 206 mètres plus loin. C'est 2 morceaux de bus qui sont de chaque côté de la voie ferrée. Donc on comprend évidemment que le choc il est énorme, il a été hyper violent. Cette photo prise le lendemain de l'accident montre clairement les 2 parties du car. On pense aux enfants qui sont peut-être assis au moment du choc au milieu du bus. Donc on comprend de suite. 16h07 et 33 secondes. De l'autre côté du passage à niveau, les 2 amis Bekan et Baysangour assistent ahuris à la collision. Au début, on ne voit pas que le bus s'est coupé en 2 parce que tout est recouvert d'un énorme nuage de poussière. Sincèrement, si je n'avais pas vu le train s'éloigner, j'aurais cru que c'était une bombe artisanale qui l'avait fait exploser. Je ne sais pas qui sont les passagers du car, si ce sont des adultes ou des enfants. Tout ce que je vois, ce sont des corps qui sont éjectés par les fenêtres. Le car est complètement éventré. Il y a des corps partout, il y a du sang partout, il y a des effets personnels partout. 16h08. Bekan et Baysangour retrouvent leurs esprits. Ils quittent le véhicule et partent en direction du car déchiqueté. Je me précipite vers le bus et la première chose que je vois, c'est une petite fille.
qui s'appelle Alicia. Je n'ai jamais oublié son prénom. Elle est allongée par terre et elle est évidemment dans un état très grave. Instinctivement, je fonce pour sauver les victimes. Je monte à bord du bus et je porte des enfants et je les aide à descendre. À ce moment-là, mon corps s'active tout seul, sans que j'y pense. Je ne vois personne autour de moi. Je ne pense à rien. Je n'ai qu'une seule idée en tête, aider les enfants. Je vois Bekan qui sort les enfants du bus. Je veux aller le rejoindre. Et c'est là que la fille m'attrape la jambe. Elle ne veut pas me laisser partir. Et elle crie. Et elle pleure, en me disant de ne pas la laisser seule. Alors je m'assois et je l'allonge en travers de moi, sur mes jambes. 16h10. 2 minutes 30 seulement après le drame, la rumeur d'un accident circule dans le village. C'est une chape de plomb qui est tombée sur Mias. On a peur de connaître quelqu'un, on a peur que ça touche une famille qu'on connaît, on a peur que ça touche sa propre famille. Rapidement, la nouvelle de la collision se répand dans toute la France. Et à la une du journal. D'abord, ce drame dans les Pyrénées-Orientales. Un train a percuté un bus scolaire sur un passage à niveau. Un accident grave entre un train et un bus scolaire dans les Pyrénées-Orientales à Millas. Mais Stéphanie Fruité, la mère d'Ophélia, ne sait pas encore que sa fille est impliquée dans un grave accident. Au moment où elle part faire ses courses, elle reçoit un texto. Le petit ami d'Ophélia semble inquiet de ne pas réussir à la joindre. Je dis bon, elle est peut-être à la maison, j'ai peut-être plus de batterie. Bon, je n'ai pas prêté plus d'attention que ça. C'est quand j'étais dans Intermarché qu'il y a envoyé plein de voitures passer, les gendarmes et tout ça, c'était impressionnant. Et c'est un monsieur, c'est la caissière qui a demandé, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est un monsieur qui avait derrière moi qui a dit il y a eu un accident avec un bus et le train. J'ai senti le mal-être, ça pouvait être notre bus, c'est pas forcément Ophélia, hein. Mais bon, il y avait trop de petits détails, les messages, elle répond pas, l'heure. Ça a été de suite, ça y est, Ophélia, voilà, c'est Ophélia. Le père de Loïc, Fabien Bourgeonnier, se rappelle parfaitement du moment où il apprend la nouvelle. J'apprends ce qui se passe à Millas en étant chez moi, un après-midi de repos. On apprend effectivement que l'accident s'est produit à hauteur du passage à niveau numéro 25 de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, au lieu-dit Los Palos, d'après nos informations. Il y a la chaîne info qui est allumée sur la télévision et mon épouse qui m'appelle au téléphone et qui me dit « Fabien, va voir, Loïc a eu un accident de bus ». Et donc en lisant le bandeau, effectivement, je vois qu'il y a marqué « accident de Millas ». Je pars de chez moi et j'arrive à un rond-point où là, il y a des gendarmes. Là, il y a plein de parents, plein de personnes que je connais et que je ne connais pas. Fabien Bourgeonnier et Stéphanie Fruité, comme de nombreux autres parents, vivent l'un des pires moments de leur existence. Les enfants du car scolaire sont entre la vie et la mort. Il faut aller vite. « 17h. Comme le montrent ces images de la seule caméra sur place, de nombreuses équipes de secours convergent vers les lieux de l'accident. Vous avez des enfants qui sont restés incarcérés dans une partie du bus, qu'il va falloir sortir. Et puis, vous avez des enfants à l'extérieur qui sont traumatisés, qui sont par terre, qui appellent à l'aide. C'est une course contre la montre, parce qu'il faut aller vite, il faut sauver des vies. Il faut aller aussi contre la nuit, peut-être aussi. Donc, il y a des pompiers qui installent des projecteurs sur la voie ferrée pour éclairer le bus, pour essayer d'extraire les victimes s'il en reste encore, de vérifier en tout cas qu'il n'y a personne qui est coincé en dessous. Donc oui, c'est une course contre la montre.
Face à l'urgence, 4 hôpitaux sont mobilisés dans la prise en charge des victimes. Le bilan est très lourd. Au moins 4 morts sont annoncés parmi les collégiens. Bonsoir à tous. Une dramatique collision cet après-midi entre un car scolaire et un TER à un passage à niveau près de Perpignan. Il y a au moins 4 morts et 7 blessés graves, des enfants et des adolescents. Dans la nuit, Stéphanie Fruté apprend la mort de sa fille. Quelques minutes auparavant, Fabien Bourgeonnier était informé du décès de son fils Loïc. Les parents endeuillés vont aussi devoir faire face à l'enquête et aux détails troublants de l'accident. La France se réveille bouleversée par l'accident de Millas. Au total, 6 collégiens ont perdu la vie dans la collision de leur car avec le train. Diogo, Yanis, Teddy, Alan, Ophélia et Loïc. 17 autres sont blessés, dont 2 garderont des séquelles à vie. Les habitants de Millas, ils sont hébétés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'effectivement, leur village, il est tranquille. Et on ne se dit pas qu'il peut se passer un tel drame sur leur commune, sur la route qu'ils empruntent tous les jours. Immédiatement, la catastrophe de Millas ravive le souvenir d'un accident similaire survenu 9 ans plus tôt à Allinges, en Haute-Savoie. En 2008, 7 jeunes avaient péri dans un autocar percuté lui aussi par un TER. Alors à Millas, les familles veulent comprendre pourquoi un nouvel accident comme celui-ci a bien pu se produire. On sent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et que la justice a beaucoup enquêté pour essayer de savoir vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Après l'accident vient le temps de l'enquête et de ses révélations. Défaillance technique du passage à niveau ou erreur humaine? Qui de la SNCF ou de la conductrice est responsable? 2 thèses s'affrontent. Très vite, la barrière du passage à niveau se retrouve au cœur de tous les questionnements. Était-elle fermée ou bien levée, comme le déclare l'avocat de la conductrice, Maître Codoniès? La vérité que nous soutenons, c'est que la barrière a été levée. Pas que la barrière a été baissée, qu'on ne l'a pas vu. C'est ce que dit le BVA. La barrière a été levée. Si la barrière était levée, alors un dysfonctionnement technique serait à l'origine de la collision. Et cette hypothèse mettrait en cause la responsabilité de la SNCF. Mais si la barrière était bien en position basse, alors seule la conductrice serait tenue responsable. Or, les expertises techniques sont formelles. La barrière était bien en position basse. Ce que nous avons vu lorsque nous sommes allés sur les lieux le lendemain, c'est l'angle que formait l'articulation entre la barrière et son support. Et cet angle était de 90 degrés. C'est l'angle que la barrière a lorsqu'elle est en bas, en position basse. Lorsqu'elle est en position haute, l'angle est de 180 degrés, donc elle est ouverte. Donc là, on a vu tout de suite que l'angle était de 90 degrés. Le passage à niveau numéro 25 a donc fonctionné correctement ce jeudi 14 décembre 2017. Et pour la justice, cette révélation est capitale, car elle induit automatiquement une chose, la SNCF n'est pas responsable. Un accident à passage à niveau, lorsque l'on écarte la cause d'origine ferroviaire, entre guillemets, c'est-à-dire le non-déclenchement de la pédale, par exemple, l'origine devient obligatoirement routière. On ne peut pas trouver autre chose. L'étau se resserre donc autour de la conductrice, mise en examen pour homicides involontaires. Ça nous a tous bousculés, parce qu'on s'est dit comment ça se fait que cette femme qui a l'habitude du trajet, qui a la responsabilité des enfants, qui connaît les distances d'arrêt de l'autobus, qui connaît la signalisation par cœur, ça puisse encore lui arriver. Je pense qu'elle franchit ce passage à niveau comme elle le franchit tous les jours, en se disant il est ouvert. J'ai réussi ma manœuvre d'arriver sur la départementale, le danger est derrière moi.
En effet, à Millas, le trafic ferroviaire est tel qu'il est très rare de croiser un train. Le TER ne passe en moyenne que toutes les 90 minutes. C'est vrai que ce train ne passe pas tous les quarts d'heure et donc la circulation des véhicules est nettement privilégiée. Pour Peter van der Mark, l'expert mondial de la sécurité ferroviaire, le danger des passages à niveau est lié au fait que les automobilistes voient rarement passer des trains sur leur route. On sait que les accidents impliquant des passages à niveau sont liés au fait que le trafic ferroviaire n'est pas dense. Les automobilistes ne s'attendent pas à croiser un train. En Australie, par exemple, un chauffeur de camion qui n'avait qu'une demi-heure de retard sur son planning habituel a été percuté par un des 4 trains qui passent chaque jour. Comme il avait l'habitude de faire ce trajet tous les jours, à la même heure, depuis des années, sans jamais s'arrêter au passage à niveau, il a été surpris par le train. Et au total, 11 personnes sont mortes. Alors, à Millas comme en Australie, la conductrice de car serait tombée dans le piège de l'habitude. Et le 14 décembre 2017, il était inimaginable pour elle qu'un train puisse croiser sa route. L'ennemi, c'est la routine. Si on sait qu'à cette heure-là, le train, il ne sera pas là, on est un peu moins attentionné peut-être. Un excès de confiance, ça amène ou ça peut amener à des catastrophes. Mais après 2 ans et demi d'enquête, un nouvel élément alimente la bataille judiciaire. La conductrice aurait été sous l'emprise d'un somnifère qu'elle prenait quotidiennement. Pour Maître Brandon, l'avocate de certaines familles de victimes, ce traitement aurait pu altérer ses réactions. Si on demande aux personnes qui se servent de ces médicaments de ne pas les utiliser sur du long terme, de ne pas dépasser une durée de prescription de 4 semaines, c'est justement parce qu'on sait que potentiellement, au-delà, ça peut avoir des effets néfastes. Et ces effets néfastes, ils sont probablement à rechercher sur le plan cognitif. Une version que réfute Maître Codoniès, l'avocat de la conductrice, soutenu par l'expertise médicale. Le somnifère n'agissant que sur une durée limitée de 6 heures. Elle le prend le soir à 20h. 20h le soir, on fait le tour, minuit, on revient 6h du matin, on remonte midi et on redescend, on est à 16h. Vous voyez, on fait 2 fois le tour, donc il y a plusieurs fois 6 heures qui permettent à la destruction de la molécule. C'est ce que disent les experts. La prise du zopiclone n'a pas interféré dans l'accident. Une instruction judiciaire est en cours pour déterminer la responsabilité de la conductrice dans l'accident. Mais bien que la SNCF ait été mise hors de cause, cette catastrophe a révélé la dangerosité des passages à niveau. Un accident, c'est jamais une seule cause. Alors on peut dire la cause, c'est le conducteur, on efface tout et à la prochaine. Non, c'est pas tout à fait ça. Si elle s'est trompée, si elle a été amenée à être trompée, c'est qu'il y a des raisons. Aujourd'hui en France, ces croisements à haut risque sont empruntés par 16 millions de véhicules par an. Et le nombre d'accidents ne baisse pas. Une centaine en moyenne chaque année. Des solutions sont imaginées, mais l'ampleur de la tâche est énorme. Sachant qu'il y a 15 000 passages à niveau, que chaque passage à niveau, si on devait le supprimer, c'est-à-dire faire un pont ou faire un tunnel ou faire une déviation, coûte entre 5 et 15 millions d'euros, on n'a pas les moyens de le faire. Et comme on en supprime à peu près 40 par an, sachant qu'il y en a 15 000 à faire, ça fait à peu près 750 ans. Au Japon, où le nombre de passages à niveau est pourtant 2 fois plus élevé qu'en France, il y a 7 fois moins d'accidents. La plupart sont équipés d'un système actuellement testé en France. Un détecteur d'obstacles
qui permet, grâce à un balayage laser, de détecter la présence d'un objet sur les voies et d'alerter le conducteur du train, comme l'explique cet ingénieur. Le détecteur d'obstacles envoie un signal qui indique qu'il y a quelque chose sur la voie. Cette information fait passer le feu de circulation au rouge. Le conducteur du train voit alors cet avertissement de loin et il peut arrêter le train suffisamment tôt. Voilà comment fonctionne ce système. Ce détecteur en 3 dimensions fonctionne dans tous les cas de figure et par tout temps. Cette technologie est vraiment essentielle. Sa particularité, c'est qu'elle permet de dépasser largement les limites de la vision humaine. Ce qui est impossible pour l'homme, en l'occurrence mesurer et détecter au loin des obstacles sur les rails, ce radar le fait pour lui. Il remplace en quelque sorte les yeux du conducteur. Il faudra encore attendre plusieurs mois pour que ces détecteurs soient opérationnels en France. Mais pour les spécialistes de la sécurité ferroviaire, d'autres solutions sont envisageables. Il y a des tas de petites choses à faire qui ne coûtent pas très cher, qu'on recule le point d'arrêt, par exemple, qu'on le mette à 100 mètres, et là, il y a un feu rouge et un feu vert en alternance. Il y a déjà des feux clignotants, mais c'est peut-être pas suffisant. La preuve, on peut faire des dos d'âne aussi qui ralentissent considérablement, presque à l'arrêt, les véhicules. Il y a des moyens, mais on ne les a pas utilisés, c'est long. Le ferroviaire, c'est quelque chose de lourd, dans tous les sens du terme, et c'est lent. À Millas, des travaux de modification ont permis d'améliorer la sécurité de l'intersection. Un panneau stop a été installé au croisement au bout du chemin du Ralais. Les îlots centraux ont été modifiés pour dégager de l'espace aux cars lorsqu'ils manœuvrent. Après plus de 2 ans d'arrêt, la ligne TER a rouvert le 11 mai 2020. Cette reprise de l'activité ferroviaire est comme un nouvel élan pour la commune profondément marquée par l'accident. Même si ici, personne n'oubliera les enfants disparus ce jour du 14 décembre 2017, dans une catastrophe hors de contrôle.